d'inflexion, les grands moments de transformation. Et c'est un phénomène de toutes les façons mondial au point où aujourd'hui, la fake news, en fait, anciennement appelée intox, a fait son apparition dans le dictionnaire. Donc maintenant, il y a vraiment une définition en fait pour le fake news et ça date de 2018 et c'est défini comme une information mensongère qui est conçue délibérément. Donc il y a le caractère délibéré en fait dans cette histoire pour tromper et induire en erreur les lecteurs ou les auditeurs. Ceci est d'autant plus vrai en fait qu'aujourd'hui, Internet est devenu en fait la première source d'information devant les médias, devant effectivement les articles de presse traditionnels, on va dire entre guillemets. Et pour être encore plus précis, c'est les réseaux sociaux plus particulièrement, selon une étude en fait de Digital News Report, qui sont pour une grande partie des gens la première source d'information en fait sur le. Or, le problème, c'est qu'effectivement, les infox et les fake news se propagent beaucoup plus vite que les infos sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a révélé notamment une étude du MIT aux États-Unis, où en fait, on voit que les infox ont tendance vraiment en fait à se propager beaucoup plus rapidement, et on a une grande augmentation des informations fausses qui sont partagées entre 2018 et 2019. Donc, effet amplificateur éventuellement des réseaux sociaux, une transformation du rôle des réseaux sociaux qui sont maintenant devenus non pas uniquement un réseau de contact, mais aussi en fait la première source d'information de pas mal de gens. Et c'est effectivement autour de ces thématiques qu'on va essayer de discuter ensemble, autour d'ailleurs de trois peut-être points clés. On essaiera de voir ensemble dans un premier temps quels sont les enjeux majeurs finalement en fait de la désinformation, quels sont les risques aujourd'hui, qu'est-ce que ça impacte d'avoir des fake news et qu'est-ce que ça touche plus particulièrement. Dans un second temps, on va essayer de voir ensemble est-ce que c'est un phénomène nouveau et ou c'est un phénomène ancien qui s'est démocratisé à travers Internet et à travers aussi les réseaux sociaux, et quelles sont les causes et les conséquences justement en fait de cette accélération-là. Et puis, dans un troisième et dernier temps, avant d'ouvrir la voie aux questions-réponses, on s'intéressera justement au rôle que pourront jouer ces réseaux sociaux dans la guerre contre la désinformation, quel rôle, quelle responsabilité et surtout quelles solutions on peut proposer effectivement pour lutter contre la désinformation. Peut-être pour attaquer justement la première thématique, pour voir quels sont finalement en fait les enjeux majeurs de la désinformation, ma première question sera pour Madame Mounet éventuellement. Madame Mounet, aujourd'hui, en fait, quand on regarde typiquement en France, pour ne pas aller très loin, et on essaie de voir en fait que touche la désinformation, on voit que pour 75% en fait des fake news, on est sur des sujets politiques. Pour 33%, on est plutôt en fait sur de l'actualité nationale, et pour 27% environ, on est sur des infos people, c'est-à-dire effectivement des infos qui concernent des personnalités ou des stars. Aujourd'hui, selon vous, en Tunisie, est-ce qu'on est sur les mêmes enjeux de la désinformation ou est-ce que finalement les axes sont totalement différents? Merci tout d'abord pour cette invitation et pour cette initiative de débattre avec des personnes de profils aussi différents, et c'est toujours enrichissant pour tout le monde pour discuter de telles questions qui sont aujourd'hui au cœur de notre quotidien et de notre réalité. Je pense que les réseaux sociaux, c'est-à-dire la fake news qui circule en Tunisie, je pense, et sous le contrôle de mes collègues, c'est comme ailleurs, c'est-à-dire la première thématique qui est touchée, c'est justement la vie politique et le débat politique dans le pays. Et pour cause, peut-être, dans le cas tunisien, on est en une phase hautement politique, c'est-à-dire on est en transition démocratique, donc le débat qui a commencé, c'est-à-dire à prendre de l'ampleur aussi importante depuis une dizaine d'années, que le débat politique est devenu plus libre et plus, c'est-à-dire plus présent. Donc, c'est normal que cette plateforme qui s'est imposée tout
à la même date qu'on a eu notre révolution. Donc, ça s'impose comme un espace de discussion pour tout ce qui est politique. Ce que je voudrais toutefois pour les enjeux, c'est-à-dire, je voudrais justement que c'est pas exactement, même si les réseaux sociaux on a ce débat politique très présent, à mon avis, mais c'est-à-dire que ça n'a pas empêché que les médias dits traditionnels, comme par exemple nous en tant qu'agence de presse, qu'on ne soit pas aussi présents. La preuve, c'est qu'on a eu, du moins, je m'en souviens très bien, au début de la Révolution, il y a eu des informations qui ont circulé de manière incroyable sur les réseaux sociaux. Eh bien, on a eu un boom de visites sur notre site parce que les gens, après avoir recueilli cette information, ils voulaient quand même une confirmation. Et pour confirmer, ils n'ont pas été dans les groupes, ils ont été sur la TAP, l'agence Tunis-Afrique Presse, un média traditionnel, connu c'est-à-dire comme un média de l'État à l'époque et le reste, mais c'est-à-dire c'est un média qui n'avait pas, c'est-à-dire il avait une lourde histoire, disant, mais les gens, pour confirmer l'information, il allait chercher et on a eu notre site qui est tombé en panne malheureusement parce qu'on avait un boom de visites au-delà de ce que pouvait supporter la plateforme. Le débat politique, oui, c'est la thématique la plus importante sur Facebook, mais également en observateur, l'information également à caractère social ou même sanitaire avec le Covid, elle prend également de l'ampleur sur les réseaux sociaux parce que, justement, parce qu'elle est des fois instrumentalisée politiquement ou également parce que ça fait partie des intérêts les plus pressants d'information pour le public. Effectivement, merci beaucoup, Madame Monet. Il y a pas que la partie politique, effectivement, la partie sanitaire, la partie sociale aussi. Et effectivement, vous avez raison de le rappeler. On l'a vu d'ailleurs ailleurs, le rôle justement en fait des médias traditionnels et des médias de confiance entre guillemets, s'est accentué effectivement avec justement ces tendances de désinformation parce qu'on sait que là, on va retrouver des bonnes références. Et d'ailleurs, ça a donné notamment lieu à des partenariats assez intéressants, notamment avec Facebook. On y reviendra justement sous peu. Ma deuxième question s'adressera à Sinodi, toujours dans la même thématique. Si on revient effectivement aux derniers événements, on a vu sur le coronavirus, on a vu par exemple un exemple flagrant des élections américaines aux États-Unis, et puis on a vu surtout en fait les réactions des réseaux sociaux par rapport à un certain nombre d'informations publiées par l'ancien président Trump. Twitter, par exemple, qui a indiqué que c'était de la désinformation, Facebook et YouTube qui ont supprimé un certain nombre de posts. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, en fait, qu'il y a un réel enjeu de manipulation de l'opinion publique à travers, justement, la désinformation, comme on pourrait l'avoir éventuellement dans les médias classiques? Oui, bonjour, donc merci pour l'invitation. Effectivement, le débat sur la désinformation, les fake news, etc., c'est un débat maintenant vraiment d'une actualité urgente, effectivement. Bon, il faut rappeler que les fake news, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Donc, ça a commencé il y a plusieurs années, même depuis la Deuxième Guerre mondiale, où la désinformation a été abondamment utilisée, que ce soit par les Alliés ou les forces de l'Axe, que ce soit lors du débarquement de Normandie, où il y avait une forte campagne de désinformation, justement pour détourner l'attention des forces de l'Axe pour justement que le débarquement se fasse en Normandie et tout ça. Donc, c'est une histoire vieille comme le monde.
Ce qui rend les fake news aujourd'hui d'actualité, c'est que justement, les réseaux sociaux et l'Internet et la viralité, donc ça va très rapidement, c'est-à-dire le temps et l'espace n'ont plus de sens, c'est-à-dire ce rapport à l'espace et au temps a beaucoup changé. Pourtant, on se rappelle, en France, en 1969, la rumeur d'Orléans, elle a fait énormément de dégâts, etc. Mais finalement, si c'était pendant les réseaux sociaux, au temps actuel, ça aurait encore fait encore plus de dommages que ce qu'elle a fait. Mais aussi, malheureusement, les fake news, ça devient aussi un instrument de gouverner. Il y a un livre récent qui est paru, je crois en Suisse, l'écrivain suisse, dont le titre est très éloquent, « Gouverné par les fake news ». Et il prend l'historique des 30 dernières années où les fake news ont été utilisées justement pour désinformer d'une manière très, très claire. L'administration américaine l'a utilisé fortement pendant la guerre contre l'Irak, cette histoire d'armement, de dissuasion massive, etc. Et même malheureusement, les médias ont été embarqués, consciemment ou pas, mais ils ont été embarqués dans ces campagnes de désinformation au point où, à la fin, certains grands médias comme Washington Post, etc., ont dû faire un mea culpa pour dire, voilà, on n'a pas fait notre travail de journaliste, on n'a pas vérifié l'information et tout ça. Donc maintenant, pourquoi il faut être vigilant? Parce qu'effectivement, notamment avec tous ces moyens technologiques, etc., les effets sont encore plus graves. On l'a vu en Tunisie, pendant les élections, effectivement, les réseaux sociaux ont joué un rôle très important. Et aussi, bon, on a parlé de l'opération de Carthage, etc. Et bon, on n'a peut-être pas une juste évaluation de l'impact de ces campagnes qui ont eu, mais il y a eu un impact certain. On l'a vu en France, on l'a vu au Brésil, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Grande-Bretagne, etc. Donc, les choses, effectivement, s'aggravent, etc. Et c'est pourquoi on assiste maintenant à une espèce de campagne de sensibilisation. Il y a des mesures qui sont prises, que ce soit à l'échelle publique, à l'échelle nationale, que ce soit à l'échelle internationale, des Nations Unies, l'UNESCO, et j'en passe, le Conseil de l'Europe. Donc, il y a quand même le sentiment qu'il faut quand même prendre une place très claire, donc contre la désinformation, parce que certains y voient même une menace pour la démocratie. Donc, on parle de menace contre la démocratie. C'est effectivement une situation très... C'est pourquoi l'AICA, depuis 2018, on a embarqué justement dans ce champ de lutte contre la désinformation, même si nous, notre champ de prédilection, c'est la régulation. Hein. Mais si on ne s'occupe pas de ça, bien sûr, on va s'attendre qu'il y ait vraiment un discrédit de l'information. Et donc, tout travail de régulation serait sapé déjà à l'origine. Donc, il faut déjà que des institutions comme l'AICA, des partenaires comme Article 19, etc., justement, il faut qu'on essaie de faire bloc contre cette vague de désinformation, qu'on appelle ça désinformation, misinformation, malinformation, infox, pour reprendre un petit peu les différents concepts, mais il y va même de la crédibilité des médias. Donc, c'est ça le point, je pense, le plus important. À l'AICA, nous avons mis en place une plateforme, hein, c'est une contribution, une plateforme qui s'appelle Tunisia
Check News. On a essayé de créer un consortium avec des médias justement pour lutter contre ça. On est encore au début, mais quand même, il y a beaucoup d'engagement de la part de la plupart des médias, parce qu'en défendant justement ou en luttant contre la désinformation, ils défendent le journalisme. Parce qu'aujourd'hui, le journalisme aujourd'hui est en perte de vitesse. Si on ne fait pas attention à ça, le journalisme est en train de perdre son identité, il perd ses repères et malheureusement, on ne peut plus parler du rôle du journalisme en démocratie, de responsabilité sociale, etc. Donc, voilà, et moi, il me fait plaisir justement de parler de l'engagement de l'ATA, par exemple, d'article 19 dans cette thématique qui nous touche tous et qui, bien sûr, est fondamentale si nous voulons vraiment concrétiser ou tracer la voie pour un journalisme crédible, un journalisme qui participe réellement au processus démocratique dans notre pays. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais on peut y revenir. Hein. Tout à fait, c'était très clair, Sinoul, et je pense que voilà, il y a des informations assez intéressantes. On reviendra sur les initiatives plus tard, je pense que c'est un sujet très intéressant, mais vous avez dit en fait des éléments qui sont très importants. Je pense en fait il y a la crédibilité qui est aussi un élément fort, il y a la viralité, ce qui m'amène finalement en fait à une question que je voudrais poser à Jocelyne par rapport justement au rôle que pourrait avoir, aux enjeux plutôt en fait des réseaux sociaux. On reviendra peut-être au rôle un peu plus tard, mais aujourd'hui en fait, je pense que les réseaux sociaux, Facebook notamment, sont exposés aux mêmes enjeux de crédibilité et avec une contrainte finalement en fait d'allier justement cette crédibilité à la viralité qui est parfois en fait le propre d'un certain nombre de réseaux sociaux parce que c'est ce qui crée la tendance et c'est ce qui fait vivre. Quel enjeu un réseau social peut avoir par rapport à la désinformation et comment finalement allier cette équation un peu difficile entre ce qui peut être viral et du coup intéressant pour un réseau social et ce qui doit être tout à fait vérifié et crédible et vérifié justement. Merci Ayman. Je m'appelle donc Jocelyne Moutourini. Je fais partie du département des partenariats médias chez Facebook. Ce département est au cœur de ce problème de désinformation. C'est un problème qui est absolument prioritaire pour nous dans la société. Depuis 2016 environ, quand l'ampleur du problème est devenue tout à fait évident avec l'élection américaine notamment, ce problème de la désinformation en général est bien sûr très ancien, comme les précédents intervenants l'ont mentionné, mais cet événement, je crois que l'on peut dire, a vraiment démontré son ampleur. Donc, depuis 3 ou 4 ans, nous avons investi massivement des milliards de dollars pour lutter contre tous les problèmes d'intégrité de notre plateforme, pour l'assainir. Nous avons recruté plus de 30 000 personnes dont le seul boulot est de faire de la modération de contenu, principalement sur des problèmes tels que la violence, les discours de haine, la nudité, la pornographie, la pédophilie, etc. Concernant la désinformation ou les fake news ou l'infox, le problème est beaucoup plus compliqué à régler que n'est celui des images de violence ou des images sexuelles, par exemple. Parce que nous pouvons recruter des gens en interne pour faire de la modération. Mais s'agissant de la vérification d'informations, il n'est pas possible ou même conseillé qu'une plateforme comme la nôtre fasse elle-même, soit elle-même arbitre de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Nous ne sommes pas journalistes. Il faut absolument que nous confions cette responsabilité à des gens externes. Donc, nous entrerons plus en détail sur comment ça marche, mais en gros, nous avons lancé des partenariats
avec tout un réseau de vérificateurs d'infos, des fact-checkers, comme on les appelle, à travers le monde. Pour ce qui concerne votre pays, nous travaillons pour l'instant avec l'agence France-Presse, qui a une présence très forte au Maghreb, et une société de fact-checking originaire de Jordanie qui s'appelle le Fatabaino. Pourquoi ces deux organismes-là et pas un organisme tunisien, par exemple? Eh bien, c'est parce qu'en Tunisie, en ce moment, il n'y a pas encore de groupe de vérification d'informations qui soit accrédité internationalement. Parce que voici l'enjeu. Non seulement nous devons travailler avec des gens qui sont indépendants de nous, mais nous devons également vérifier que ces gens sont eux-mêmes crédibles. Donc, il existe un organisme qui s'appelle le International Fact-Checking Network, qui est l'organisme mondial qui vérifie la crédibilité des fact-checkers. Donc, on n'a pas encore de partenariat avec un organisme tunisien, mais nous pensons que ça va venir parce qu'il y en a un ou deux qui sont sur la bonne voie, qui vont être, on l'espère, bientôt accrédités. Donc, pour répondre à votre question, quels sont les enjeux? Qui doit vérifier l'information? Ça, c'est l'enjeu le premier. Est-ce qu'on peut vraiment confier cette tâche aux plateformes elles-mêmes? Non, nous pensons que ce n'est pas ça. Il faut que ce soit des gens dont c'est le métier. Mais cela vient avec des inconvénients. Un, la rapidité. Quand vous avez un intervenant extérieur qui vérifie l'information, pour vérifier une rumeur sur, disons, un homme politique tunisien, il faut compter 2-3 jours pour être sûr que c'est vrai ou pas. Et pendant ces 2-3 jours, que fait cette information? Eh bien, elle circule. Et c'est là vraiment le dilemme auquel nous faisons face. Comment peut-on y résoudre? Eh bien, c'est en travaillant tous en commun. Monsieur Nouri l'a dit, Madame Mouna également. Il faut que tout le monde soit impliqué dans cette lutte. Les plateformes, bien sûr, nous essayons de faire notre possible. Les médias, je vois qu'en Tunisie, il y a vraiment des progrès très encourageants. Il y a cet organisme indépendant qui s'appelle Nawat, qui fait du fact-checking. Je vois que certains médias locaux ont créé au sein de leur rédaction des mécanismes de fact-checking un peu plus rigoureux. Parce que dans le passé, même les médias dits crédibles avaient malheureusement été impliqués dans la diffusion des fake news. Donc, plateforme, médias et aussi le public. C'est encourageant ce que vous disiez, Mouna, concernant les gens qui ont eu le réflexe de vérifier auprès d'un média reconnu, établi. Eh bien, ce réflexe n'est pas encore suffisamment développé. Et comment peut-il se développer? Eh bien, en éduquant le public à ralentir, à réfléchir avant de faire suivre quelque chose. Une dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que l'on voit un délitement idéologique et politique à travers le monde. Ce qui fait que si je vois une info qui semble aller dans le sens de ma propre idéologie, si un certain homme politique, si je ne l'aime pas beaucoup parce que je suis d'un autre bord, eh bien, j'aurais tendance à faire suivre quelque chose qui le dénigre. Pareil pour le Covid. Si je suis convaincue que manger de l'ail, ça va me guérir, si j'ai tendance à aller contre la science parce que je trouve que la science, c'est quelque chose d'occidental, qu'il faut rejeter, etc., eh bien, j'aurais tendance à vite faire suivre tout ce qui a l'air de confirmer mon propre biais. Donc ça, c'est un problème très profond. Je ne sais pas quelle en est la solution, mais c'est l'une des choses qui favorise la propagation des fake news. Et effectivement, merci beaucoup Jocelyne. Et c'est vrai que ce dernier point, c'est un élément très très important puisqu'aujourd'hui, nombreux sont les internautes qui veulent croire finalement à ces fake news parce que tout simplement, en fait, ça correspond à leurs envies, ça correspond à leur prise de position. Il n'y a pas c'est pas forcément un désir intentionnel en fait d'induire en erreur, mais c'est effectivement une croyance personnelle et l'impact c'est que derrière en fait ils les partagent à des sphères qui ne seront jamais ou rarement
en contact avec justement des fact-checkers éventuellement, parce que soit ils sont dans des groupes, etc. Et ce qui me ramène finalement à une question que je voudrais poser à Madame Salwa, c'est justement de se dire, aujourd'hui, peut-être on est dans un dilemme de savoir en fait où est la frontière finalement entre ce qu'on peut appeler la fake news et cette intention en fait délibérée d'induire en erreur avec la liberté d'expression et les convictions personnelles qui peuvent être parfois un peu débordantes effectivement, qui peuvent toucher parfois un peu la limite du fanatisme, mais qui restent effectivement des convictions personnelles et qui s'inscrivent dans le cadre de la liberté d'expression. Où se situe finalement le curseur? Comment on peut justement délimiter la désinformation et la liberté d'expression, Madame Salwa? Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, je me présente encore une fois. Donc, je m'appelle Salwa Razouane et je suis la directrice du bureau régional d'article 19, le bureau MENA, basé ici à Tunis. Et article 19, pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation, c'est une organisation non gouvernementale, indépendante, internationale, qui défend la liberté d'expression et d'information. Et son nom, c'est l'article 19, son nom est tiré de l'article 19 du Pacte international des droits civils. Pacte international de droits, exact. Merci, Sinouri. Donc, pour répondre à votre question, donc, tout d'abord, c'est vrai donc, que ce phénomène, qui n'est pas nouveau, mais il est devenu très compliqué à gérer et à contourner. Donc, la lutte contre la désinformation est devenue vraiment un grand enjeu pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est l'incapacité de suivre le développement des technologies de l'information et de la communication, donc qui sont pour le moment disponibles, accessibles à tout le monde, mais il n'y a pas au niveau national donc des stratégies au niveau de l'éducation, au niveau du cadre législatif et réglementaire, pour suivre donc ce développement avec un rythme très accéléré. Et donc, cette incapacité, parfois, se traduit dans des approches plutôt répressives à la liberté d'expression. Donc, on a vu, par exemple, l'année dernière, donc une initiative parlementaire en Tunisie, justement pour amender donc quelques articles dans le code pénal. Mais dans cette initiative parlementaire, il y avait donc des sanctions très sévères, donc de prison de 2 à 4 ans, je pense, de prison pour les personnes qui pourraient diffuser de la désinformation. Donc, pour répondre à votre question, donc bien sûr, la désinformation est devenue, donc chacun est en train de contribuer, quoi, parce que parfois on est préparé donc à faire partager de la désinformation parce que les informations partagées correspondent à nos convictions ou à quelles que soient nos convictions ou à ce que nous voulons quoi voir. Et vu que la désinformation est devenue parfois donc parmi les stratégies utilisées pour des intérêts politiques et économiques, donc parfois on trouve l'information et l'information contradictoire, et parfois c'est très difficile donc de faire une vérification, y compris si on est immunisé, donc on est outillé, et donc on fait de nos mieux de faire des vérifications, etc. Donc parfois c'est difficile parce que donc il y a des informations qui viennent de sources donc qui devraient être normalement fiables. Et ces informations sont contradictoires. Donc, même s'il y a donc cet effort de vérification et si les personnes sont très bien éduquées, etc., il est difficile donc de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qui est fiable, ce qui n'est pas fiable. Donc, pour revenir à la question, donc nous, en tant qu'organisation qui défend la liberté d'expression, donc nous encourageons vivement donc les gouvernements à plutôt adopter des approches et des mesures positives pour contourner et lutter contre la désinformation. Ces mesures, bien sûr,
pourrait être, comme je le disais tout à l'heure, donc l'éducation, en particulier l'éducation aux médias et à l'information, pas uniquement aux personnes les plus jeunes, mais à toutes les catégories de la société, à toutes les catégories de la société. Nous encourageons aussi donc le renforcement de ces plateformes de vérification des informations, donc les plateformes de fake news. Ça doit être donc un effort national à encourager. Donc moi j'étais surprise de savoir qu'il n'y a aucun groupe en Tunisie de fact-checking qui est accrédité donc internationalement. Donc je pensais que nous avons des groupes de jeunes parce qu'il y a pas mal de jeunes qui travaillent sur ça. Donc, j'étais surprise, négativement surprise que nous n'avons pas encore donc des groupes qui sont accrédités. Donc, je pense qu'il faut encourager, renforcer, etc., supporter ces jeunes-là parce que ça aide quoi les efforts nationaux. Et donc aussi donc éviter donc toute approche répressive à la liberté d'expression. Nous ne pensons pas que adopter des lois répressives à la liberté d'expression et mettre des sanctions de prison, des sanctions sévères, cela va nous aider à contourner la désinformation. Au contraire, donc, ça va être réprimer la liberté d'expression, la liberté des médias, et en contrepartie, ça ne sera pas du tout efficace pour donc contourner ce phénomène parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, il y a pas mal d'intervenants, il y a des intérêts, donc ça devient parfois une stratégie. Et donc, il faut plutôt adopter, suivre des mesures. Donc, s'il n'y a pas l'intention et si ce n'est pas grave, donc ce n'est pas des informations qui déstabilisent, etc. Donc, il faut être donc voilà tolérant, etc. Et encourager donc les médias, supporter les médias, supporter la diversité donc des médias, etc. Travailler avec les institutions, quoi, les institutions médiatiques, donc les institutions médiatiques au niveau, donc les médias au niveau local, donc les médias publics, etc. Donc renforcer la régulation donc indépendante. Donc voilà, toutes ces mesures-là pourraient nous aider donc voilà à contourner le phénomène. Et tout ça donc ça devient un enjeu pour le moment parce qu'on ne voit pas une vision, une approche en Tunisie donc par rapport à comment contourner. Donc on a vu voilà cette initiative législative voilà qui contient des sanctions très sévères qui a été heureusement donc évitée grâce à la mobilisation de la société civile et donc au plaidoyer de la société civile. Et après, donc, nous ne voyons aucun effort justement pour contourner donc ce phénomène très dangereux à l'heure actuelle. Merci. Merci, Madame Salwa. Je pense que ce que vous dites est très important, d'autant plus qu'effectivement, vous avez mis le doigt sur un point primordial qui est effectivement l'éducation. Et je pense que c'est peut-être une des façons les plus efficaces de commencer à lutter contre la désinformation. On l'a vu en Tunisie, je pense qu'il y a à un moment donné, quand il y a eu beaucoup d'informations fausses, quand il y a eu un essor important de la désinformation, on avait des réactions qui sont devenues assez spontanées, en fait, des gens qui demandaient en fait la source des informations. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, c'est devenu un réflexe en fait. À chaque fois, il y a quelqu'un qui partageait un truc, c'était en bas plein de commentaires, source. Les gens qui justement en fait essayaient de vérifier par eux-mêmes en fait la bonne information. Mais justement, si on va dans ce sens-là aujourd'hui, en fait, est-ce qu'on se dit c'est principalement ce manque de culture-là qui était peut-être la cause de cette désinformation? Est-ce que c'est vraiment un problème de société? Je m'adresse peut-être ici à Madame Monet. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, la désinformation qu'on vit plus particulièrement, on va dire, en Tunisie pour faire le focus, c'est vraiment un problème culturel, c'est peut-être un problème de manque d'éducation parce que voilà, il y a un phénomène aussi peut-être qui nous est propre. On aime bien voilà, véhiculer un certain nombre d'informations, on aime bien parfois les augmenter un tout petit peu, ou vraiment aujourd'hui, il y a un rôle fondamental qu'a joué Internet, qu'a joué éventuellement les réseaux sociaux sans pour autant les diaboliser loin de là, mais dans l'accélération justement de la propagation
de ces fake news et dans le fait que justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que c'était Sinouri qui parlait de ça, que certains en ont fait effectivement un fonds de commerce, voire même éventuellement une façon de gouverner. Merci pour ces questions, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que pour la Tunisie, je pense que on ne peut pas dire que c'est un phénomène de société, on ne peut pas dire que c'est un phénomène culturel, on ne peut pas dire que c'est-à-dire quelque chose qui est un problème d'éducation. Je pense que le problème, il est tout d'abord, comme le corona, malheureusement, c'est un problème international. C'est une mauvaise interprétation ou une mauvaise appropriation des réseaux de communication. Je m'excuse, Madame Jocelyne, mais je pense que Facebook y est pour quelque chose parce que de par l'aspect commercial et de marketing que les réseaux sociaux ont mis en place, c'est-à-dire ils ont créé une certaine culture et des réactions qui font que j'ai même l'impression, je m'excuse de le dire, que même si nous, en tant comme a dit monsieur Nouri, on est très engagés dans tout ce qui est justement fact-checking, mais je pense que ça a créé également un nouveau produit très bien vendu à travers le monde, qui est le fact-checking justement, et on est devant un phénomène où on voit un nouveau produit de communication ou de marketing qui apparaît, où il y a beaucoup d'argent derrière également et beaucoup d'appui pour la bonne cause probablement, mais sincèrement, ça aurait été peut-être également très intéressant si Facebook lui-même ou eux-mêmes ou elles-mêmes, si Facebook faisait un effort justement non pour contrôler, mais au moins pour moins changer d'algorithme, pour laisser les gens puissent suivre un peu mieux la traçabilité de ces fake news pour que les gens puissent lutter un peu mieux sur ce phénomène. Je pense également que ce qu'il faudrait axer, comme a dit Madame Salwa Razoueni, l'éducation aux médias, ça c'est très important pour les jeunes, mais également pour le public de manière générale. Et on a également, comme vous l'avez dit, Monsieur Ayman, il y a des réflexes maintenant, même ma petite fille qui est une enfant, mais elle me dit qui l'a dit, d'où tu tiens. C'est-à-dire, il y a ces réflexes qui ont commencé sincèrement à émerger en Tunisie. Donc, c'est les gens ont maintenant le recul et ils ont un esprit critique qui sert pour beaucoup d'autres choses, mais également pour évaluer l'information reçue, c'est très important. Je pense également que le plus important, c'est cette éducation aux médias qui doit devenir un programme national, mais également c'est renforcer les compétences et les capacités et donner les moyens aux journalistes pour justement qu'on puisse voir apparaître un journalisme de qualité, un journalisme où les journalistes, où il y a plus de professionnalisme pour que justement le public, et parce qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux, demain qui peut savoir qu'est-ce qui va apparaître également, c'est-à-dire on aura une culture et des outils qui sont là pour justement contrecarrer tout phénomène malveillant pour les démocraties, pour le bien-être des sociétés. Il y a également la nécessité d'encourager et de renforcer le droit d'accès à l'information. Parce que pour lutter contre la désinformation, il n'y a pas mieux qu'une bonne information. Et pour obtenir une bonne information de qualité, rapidement, là, il y a toujours le bas qui blesse. C'est-à-dire, on a toujours des problèmes de ce côté. Il faudrait un effort collectif pour justement améliorer le droit d'accès à l'information. Effectivement, c'est un élément clé et c'est peut-être ça effectivement qui contribuera d'une part à l'éducation et à ce côté culturel et qui permettra aussi d'autant plus en fait aux journalistes, qui leur donnera notamment plus de moyens peut-être d'exercer. On y reviendra, enfin c'est un élément intéressant, on y reviendra tout à l'heure effectivement dans les solutions. J'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez et de passer peut-être la parole à Madame Jocelyne par rapport justement en fait au rôle des réseaux sociaux qu'ont joué dans cette désinformation. C'est vrai que les réseaux sociaux,
c'est un outil très puissant, ça, voilà, on le dit plus. C'est un outil aussi qui est devenu un outil marketing pour un certain nombre d'entreprises, et c'est aussi en fait devenu des outils d'opinion pour des sociétés, des partis politiques, des leaders d'opinion, etc. Est-ce que finalement aujourd'hui, comme les réseaux sociaux ont créé justement des produits plutôt positifs qui favorisent en fait le développement de l'entreprise, est-ce que vous êtes d'accord, Madame Jocelyne, par rapport au fait que les réseaux sociaux ont peut-être malencontreusement ou contre leur volonté, peut-être aussi créé un produit utilisable à un mauvais escient, un produit plutôt de marketing négatif derrière la désinformation? Oui, tout à fait. Nous en sommes à 1000% conscients. Je le disais au début, d'un côté, nous voyons le rôle extrêmement révolutionnaire que nous avons joué dans différentes sociétés pour donner des voix à des gens, pour rassembler, pour créer des communautés, pour rassembler le monde. En fait, notre devise chez Facebook, c'est Bringing the World Closer Together, et nous avons réussi cette mission-là, mais en même temps, il est tout à fait clair que nos plateformes sont utilisées pour de très mauvaises raisons également. Nous n'avons aucun intérêt à ce que ça soit le cas. Ça ne nous arrange pas du tout. Souvenez-vous que nous sommes une plateforme commerciale, nous vivons grâce à la publicité. Les annonceurs n'aiment pas les images de violence, des discours de haine et la désinformation. Ça ne nous arrange pas. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons pour lutter. Je vois dans l'un des commentaires dans le chat, et je crois que Madame Mouna a également mentionné l'algorithme. En fait, je pense qu'il faut clarifier comment marche l'algorithme. Pourquoi y en a-t-il même? Juste pour aller dans l'historique de Facebook, au tout début, quand Mark Zuckerberg a créé cette société, quand il était étudiant à Harvard, il n'y avait pas d'algorithme. Ce n'était pas nécessaire. Il y avait trop peu de gens, très peu de posts. Tout était présenté chronologiquement et la vie était bien plus simple et il n'y avait pas des informations, etc. Mais maintenant qu'on a quasiment 3 milliards de gens sur nos plateformes, 3 milliards, c'est la moitié de l'humanité, et que chaque personne au quotidien, si vous aviez toute la journée et que vous faisiez ça sur votre téléphone toute la journée, vous auriez plus de 1500 à 2000 posts qui arriveraient dans votre fil d'actualité. Il faut un mécanisme pour vous montrer les choses dans un certain ordre. Et quel est cet ordre? Eh bien, l'algorithme prend en compte votre propre comportement. Si vous n'avez pas tendance à liker, à lire, etc., des fake news, vous en aurez très peu dans votre fil. Si vous prenez l'habitude, parce que vous êtes informé, et c'est là qu'on doit faire nous aussi un énorme effort, si vous faites l'effort de signaler quand vous envoyez de fake news, eh ben, ça aide l'algorithme à s'améliorer. Donc, quelqu'un disait dans les commentaires, j'ai tendance à toujours voir les mêmes fake news, mais il est possible que vous ou autour de vous, parmi vos amis, etc., il y a des gens qui interagissent avec ces fake news et que comprend l'algorithme, que c'est quelque chose qui vous intéresse. Nous devons faire plus d'efforts et nous en faisons. Je prends un exemple vraiment récent et précis. Les groupes. Les groupes sont quelque chose de fabuleux. Si vous avez le cancer et que vous voulez trouver une communauté des gens qui comprennent votre problème, un groupe Facebook, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Si vous êtes jardinière, pareil. Mais si vous vous intéressez aussi à des idées politiques extrêmes, etc., eh bien, l'algorithme n'a pas fait jusqu'à présent la différence entre ça et votre groupe de jardinage. Il va vous proposer d'autres groupes extrémistes. Et ça, ce n'est pas bien. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'introduire un mécanisme où on ne recommandera plus de groupes
politique. Disons, si vous faites partie d'un groupe politique sur Facebook, vous n'aurez pas de recommandation pour d'autres groupes politiques parce qu'il est clair que, contrairement au jardinage, c'est beaucoup plus néfaste pour la société. Donc, ce que je veux dire en résumé, c'est que la prise de conscience, elle est énorme, elle est centrale dans la boîte. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour se débarrasser de ce problème? Notre réputation en serait améliorée, notre business en serait amélioré, parce que je le répète, les annonceurs n'aiment pas tout ça. Donc, ils préféraient quelque chose de nettement plus sain. On a... voilà, c'est vraiment au cœur des préoccupations. Je suis sûre que Mark Zuckerberg, il passe 90% de son temps à réfléchir à ce problème. Donc, c'est pas qu'on y trouve un avantage quelconque. Ce n'est pas le cas du tout. Tout à fait. Vous avez mentionné d'ailleurs plusieurs façons ou plusieurs initiatives, effectivement, de commencer à lutter contre ce problème-là. Les groupes, l'algorithme, on y reviendra en détail parce qu'effectivement, c'est très important de les mentionner. Une des façons peut-être, et ça me permet de faire aussi la transition avec Madame Salwa, peut-être des façons aussi, c'est de tout simplement, quand on fait de la modération, quand on essaye de détecter les fake news, c'est de limiter justement les publications ou en tout cas les informations qu'on considère éventuellement fausses. Ça pose un problème déontologique de se dire, comme vous l'avez dit, qui est responsable justement de savoir si l'information est correcte ou pas, et puis l'acte même justement de limiter les publications peut être effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Madame Salwa, pas forcément un acte positif, c'est un acte éventuellement répressif. Selon vous, Madame Salwa, quelles sont éventuellement les mesures qu'on pourrait prendre sans justement tomber dans ce côté répressif, et est-ce que parfois, justement, ça ne serait pas nécessaire de le faire déjà d'un point de vue d'exemple, et puis radicalement aussi pour arrêter peut-être un certain nombre d'informations qui peuvent être dangereuses. On l'a vu notamment dernièrement avec le cas de l'ancien président Trump. Merci beaucoup pour la question. J'espère que j'ai bien compris votre question. Tout d'abord, et je pense que cela a été déjà mentionné, tout d'abord, il faut mettre en œuvre le droit d'accéder aux informations. Donc ça, c'est la première mesure primordiale donc, à suivre. Deuxièmement, donc, il faut éduquer la société donc, à pouvoir poursuivre le développement technologique et le développement des technologies de l'information et de la communication. Et troisièmement, je pense qu'il faut travailler en partenariat étroitement avec les plateformes digitales. Parce qu'en fin de compte, la désinformation, c'est un phénomène qui existe à 90% dans les médias sociaux. Même lorsque les journalistes professionnels se trompent, ils sont parfois piégés par des informations qui ont été relayées dans les médias sociaux. Donc, pour cela, je pense qu'il faut travailler étroitement avec les médias sociaux. Et les médias sociaux ont une grande responsabilité. Je pense qu'il ne faut pas juste avoir les bonnes intentions. Et je suis désolée, Jocelyne, je ne pense pas qu'il faut simplement dire que cela ne nous n'arrange pas est suffisant. Donc, je pense que les médias sociaux, surtout les plus dominants, comme Facebook et autres, donc, sont redevables. Donc, il faut faire quelque chose, il faut être efficace pour contourner donc, ce phénomène qui devient parfois donc, très dangereux pour même déstabiliser donc, une société ou très dangereux par rapport à un processus démocratique, par exemple, comme en Tunisie, etc. Et donc, si on dit voilà, il y a les recrutements des vérificateurs, c'est bien, mais il faut aussi promouvoir davantage donc, les informations parce que les réseaux sociaux ont une grande capacité
1000 fois plus que donc une institution médiatique traditionnelle. Donc, il faut aussi renforcer la promotion des informations fiables, etc. Travailler sur ça. Ne laissez pas juste la plateforme pour l'utilisation des utilisateurs, mais aussi il faut renforcer. Donc, il y a des mesures. Moi, je ne suis pas experte techniquement, mais je pense que il y a pas mal de choses qui devraient être faites. Amine, permettez-moi, est-ce que vous pouvez encore une fois répéter la question pour que je reste donc. Non, enfin, je pense que vous avez répondu en partie. En fait, la question a été de dire finalement aujourd'hui, l'une des solutions a été de limiter les publications. Et est-ce que finalement, quand on limite la publication, est-ce qu'on n'est pas en train de limiter en fait l'expression? Voilà, donc pour limiter les informations, par exemple la suppression du contenu, donc par Facebook. Donc il faut tout d'abord, bien sûr, ce sont toujours des recommandations, donc il faut donc expliquer les mesures, les conditions donc de suppression. Donc il faut les mettre à la disposition, être expliquées, etc. Donc des utilisateurs. Donc si le contenu a été supprimé, donc il faut aussi être transparent. Pourquoi ça a été supprimé, etc. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux pourraient tomber dans le même piège et utiliser donc la désinformation ou le discours de haine ou la violence comme utilisé par les gouvernements juste comme un prétexte pour supprimer parfois un contenu légitime. Et on a vu, par exemple, dans le cadre de la pandémie, au début de la pandémie, il y avait des jeunes qui ont été arrêtés en Tunisie parce qu'ils ont partagé des vidéos sur des substitutions de corruption. Mais il s'est avéré, donc ils ont été arrêtés, il s'est avéré que la corruption existe, quoi. Et donc ils ont utilisé donc la propagation de la désinformation comme prétexte pour les arrêter. Donc voilà, donc parfois donc la ligne entre la désinformation et l'information fiable, parfois elle est très difficile à savoir, surtout dans un moment bien précis. Parce que c'est très rapide, quoi. Les informations, elles se propagent d'une manière très rapide, très accélérée, avec l'utilisation des médias sociaux qui sont faciles à accéder, etc. Et donc, c'est très compliqué. Donc, ça demande, je pense que ça a été dit, ça demande de travailler ensemble. Donc, il faut avoir, comme je le disais tout à l'heure, donc il y a une certaine redevabilité. Et donc, on a une obligation de résultat, en fin de compte, parce que parfois, ça peut toucher à la stabilité d'une société. Et donc, il ne faut pas juste avoir les bonnes intentions, voilà, faire des initiatives là, ici et là, mais réfléchir stratégiquement avec cette évolution très rapide et qui, je pense que Facebook, il est en train de progresser, même plus que c'est attendu par les propriétaires de cette plateforme. Et donc, et pour cela, je pense que donc il faut réfléchir d'une manière très stratégique. Donc, il y a une certaine redevabilité. Donc, il y a parfois une obligation de résultat. Il n'y a pas Facebook, c'est une plateforme et autres, utilisée de plusieurs manières. Donc, il n'y a pas juste donc les pages ouvertes. Il y a aussi les Facebook Ads. Donc, si moi, je suis en train de propager une information incorrecte, une fausse nouvelle, mais je suis en même temps en train d'utiliser, je suis en train de payer Facebook pour propager cette information. Donc, voilà. Comment on vérifie? Est-ce qu'il y a des mesures pour vérifier derrière les Facebook Ads, par exemple? Voilà, donc, c'est très compliqué. Et donc, il ne faut pas juste avoir, donc, voilà, des initiatives, travailler avec des jeunes, de fact-checking, mais et juste mettre de l'argent, mais il faut que ça soit efficace. Alors justement, enfin, on va revenir au point des ads notamment tout à l'heure, mais cette question justement de cette complexité que vous évoquez, ces questions de est-ce que le contenu il est légitime ou pas, est-ce que c'est de l'info et de l'opinion, c'est autant de questions aujourd'hui complexes qui sont autour de la désinformation et qui me font dire finalement, et là je m'adresse à Sinoul, qui me font dire finalement, est-ce qu'aujourd'hui l'absence d'un régulateur ou l'absence d'un superviseur qui s'intéresse aux réseaux sociaux
n'est pas non plus une des causes qui favorise effectivement la propagation des fake news. L'idée n'est pas spécialement en fait de limiter l'expression, mais on peut le voir dans les médias traditionnels, dans les médias télévisuels, les médias écrits. Il y a quand même ce rôle-là de garde-fou, d'éviter que certaines choses dérapent, même sous l'égide en fait de la liberté d'expression et de l'opinion. Qu'en est-il aujourd'hui pour les réseaux sociaux? Quel pourrait être effectivement ce garde-fou qui peut contribuer justement à ces questions-là en fait de légitimité ou d'info ou d'opinion? Oui, on parle effectivement de régulation des réseaux sociaux, mais la question est vraiment complexe, hein. Mais d'ailleurs, Mark Zuckerberg parlait il y a quelques temps de la nécessité de la régulation des réseaux sociaux parce qu'il y va même de la crédibilité de ces réseaux sociaux, de ces plateformes. Il a dit lui-même, hein, je lis souvent ces déclarations et tout ça, et là aussi, j'ai quelques reproches parce que ce que je vois dans les déclarations, je ne le trouve pas toujours concrétisé, hein. J'ai vu qu'à un certain moment, il y avait une ouverture pour les chercheurs, pour les organismes qui veulent vraiment à des fins de recherche ouvrir par exemple les API pour qu'ils puissent avoir accès à un certain nombre de données. Parce que vous savez, Facebook n'est pas ouvert, hein, pour les API, on ne peut pas avoir des accès. Moi, je ne peux pas savoir, par exemple, d'où viennent, dans quelle région ou de quelle région viennent la désinformation, par exemple. Ni l'âge des gens qui propagent ces fausses informations, etc. Il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être cruciales pour mener des recherches, donc à des fins de recherche, et puis aussi pour améliorer les choses. Donc, la collaboration des plateformes, et dont notamment Facebook, est cruciale. Et j'espère que ce sera… Nous avons fait des démarches auprès de Facebook, hein, notamment du bureau des Émirats, à plusieurs reprises, mais malheureusement, à chaque fois, ça bute contre un certain nombre de difficultés. On a refait les démarches plusieurs fois, mais ça n'a jamais fonctionné, malheureusement. Pourtant, nous sommes un organisme de régulation indépendant, public. Nous avons bien sûr un certain nombre de compétences dans le métier, tout ça, etc. Mais malheureusement, on n'a pas réussi encore. J'ai eu des promesses, hein, j'ai eu des trucs, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je pense que malheureusement, je le dis en toute amitié pour Jocelyne, Facebook, à chaque fois où il a concédé certaines concessions, il a fait quelques concessions lorsqu'il y a eu des pressions. En Europe, par exemple, il y a eu des pressions de la Commission européenne. Et Facebook a été obligé de consentir un certain nombre de choses, surtout, par exemple, pendant les élections européennes, par exemple. Maintenant, aussi, il y a eu aussi la dissuasion par la loi. On voit qu'en France, il y a une loi contre la désinformation. Il y a maintenant dans plusieurs pays, et Facebook se sont menacés justement par ce rétrécissement, etc. Et puis, surtout, par le volume de ces amendes financières et tout ça, etc. Et ce qui n'est pas souhaitable d'ailleurs, et nous pensons aussi que ça ne peut pas être réglé par la répression, même si elle est justifiée par la loi. Moi, je ne pense pas personnellement que la loi pourrait être le moyen idoine pour faire face à cette désinformation. Il faut que les réseaux sociaux, enfin les plateformes, s'associent à nos efforts. C'est vrai que, bon, comme disait Jocelyne, je veux bien comprendre que les algorithmes, ça a été conçu pour aider, tout ça, etc. Mais quoi qu'on dise, Facebook, à cause de ces algorithmes, Facebook a une fonction éditoriale. Maintenant, il est en train d'orienter la pensée. Donc, la pensée, la réflexion de ces gens. Et ça, c'est malheureusement, ça a des revers très graves. Bon, il y a des réflexions partout. Il y a RSF récemment qui a publié un document où il parle d'une étude où ils ont recensé 250 mesures pour
lutter contre la désinformation. Et aussi, il plaide pour l'utilisation des algorithmes pour lutter contre justement la désinformation qui a été justement faite grâce ou à cause des algorithmes justement. Donc, il y a un effort à faire ensemble. Les médias eux-mêmes ne peuvent pas faire grand-chose s'il n'y a pas la contribution des réseaux sociaux. C'est vrai que la Tunisie ne présente pas une masse critique importante parce que je sais que Facebook, il y va dans les pays où il y a vraiment une masse critique importante. Je sais que Facebook a collaboré, il a même signé une convention à un certain moment avec le Mexique dans la mise en place d'une plateforme pour lutter contre la désinformation pendant les élections présidentielles au Mexique. C'était, je crois, en 2018. Et ça a été apparemment un succès. Les réponses à la désinformation se faisaient dans les 5 minutes qui suivent, hein, ce n'est pas 2 ou 3 jours. Donc, il y a une collaboration très intense parce que le Mexique représente sur l'échiquier économique et tout ça de Facebook quelque chose de plus important que la Tunisie. Or, je souhaiterais que Facebook traite justement les différents pays, même si on ne représente pas une masse vraiment très importante et tout ça, parce que dans ce combat, on est tous concernés. C'est-à-dire qu'on soit du sud, du nord et tout ça, etc., qu'on soit un petit pays ou un grand pays de 100 millions d'habitants ou de 20 millions d'habitants ou 12 millions, je pense que c'est le même problème pour tout le monde. Et la participation collective de tous est le seul garant pour qu'on puisse réussir dans cette démarche ou cette entreprise pour lutter contre la désinformation. Donc, j'espère qu'on prendra contact après ce meeting avec Jocelyne pour voir ce qu'on peut faire ensemble, etc. Parce qu'effectivement, on a besoin d'abord de votre expertise et de votre soutien parce qu'autrement, ça reste notre démarche reste diminuée sans la participation de Facebook. Merci. Alors, ça me fait une formidable transition pour la troisième et dernière partie, qui sont effectivement les pistes de solutions, notamment à travers les réseaux sociaux. Et je vais commencer par vous, Jocelyne, puisque vous avez une lettre ouverte de Sinouri pour collaborer ensemble sur ce terrain-là. Peut-être pour rappeler rapidement, enfin, les réseaux sociaux, ils ont déjà entrepris un certain nombre d'actions. Il y a eu des détections d'intox, des suppressions de contenu, des collaborations avec des médias, des labellisations d'un certain nombre de publications. En France, notamment, Facebook a fait des partenariats avec des rédactions comme Libération, comme l'agence France Presse, notamment, pour vérifier les contenus qui sont présents sur les plateformes. Et puis, ces fameux algorithmes qui sont parfois critiqués, ils sont aussi utilisés, à ce qu'on sait, pour prévenir les utilisateurs, notamment sur les fils d'actualité, quand il y a effectivement une information fausse, etc. Il y a eu des mesures aussi de limitation de partage à 5 personnes à la fois, etc. Jusqu'où va aujourd'hui, en fait, le rôle d'un réseau social comme Facebook dans la lutte contre la désinformation? On a vu notamment la Commission européenne dernièrement qui recommandait notamment de démonétiser en fait la désinformation et ça me fait rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure en fait sur les ads et sur justement en fait le fait de payer pour véhiculer aussi et pour promouvoir des informations. Jusqu'où pensez-vous que le rôle d'un réseau social et notamment Facebook peut aller justement dans cette lutte contre la désinformation et quelles solutions concrètes on pourrait mettre en œuvre? Oui, merci. Tellement de choses ont été dites. J'ai essayé de prendre des notes aussi vite que je voulais et je vais essayer de répondre aux grands thèmes. Il est évident que nous sommes tous dans le même combat. Vous avez parlé de régulation, et M. Nouri et Mme Salwa. Oui, effectivement, nous appelons à plus de régulation et surtout à un niveau para-étatique. Parce que dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, des ingénieurs de Facebook doivent prendre des décisions de société.
qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous c'est plus que des ingénieurs, nous avons des équipes entières de gens spécialisés en éthique, des avocats, toutes sortes de gens qui réfléchissent à ça. Mais cette boîte et nos concurrents réfléchissent en interne à des solutions, à trouver des solutions à des problèmes qui sont beaucoup plus larges que nous. C'est bien pour ça qu'il faudrait qu'on appelle à de la régulation à un niveau supra-étatique. Pourquoi à ce niveau-là et pas État par État? Parce que nous sommes une entreprise globale et que nous ne pouvons pas avoir des règles qui touchent chaque petit pays. Il faut que ce soit à un niveau global. Donc effectivement, on a appelé à ça. Et concernant certaines des choses dont parlait Madame Salwa, c'est-à-dire ce problème de la liberté d'expression, ce qui est faux pour vous est vrai pour l'autre, etc., etc. L'une des solutions que nous avons trouvées, et nous sommes le seul réseau social à l'avoir fait, c'est de mettre en place un conseil de surveillance complètement indépendant. Ce sont des gens, il y en a une trentaine et on va doubler le nombre de ces gens-là, des gens de la société civile, des avocats, il y a même une ancienne première ministre du Danemark, des gens vraiment de très haut niveau global. Il y a des Africains, des Asiatiques, des Européens, toutes sortes de gens. Et ces gens-là vont pouvoir prendre des décisions vont arbitrer plutôt certaines des décisions que nous prenons. Exemple, une personne en Tunisie poste quelque chose, nous choisissons de supprimer ce poste parce que ça va à l'encontre de nos règles, eh bien cette personne pourra saisir ce conseil d'administration pour dire non, je ne suis pas d'accord, j'avais le droit de critiquer cette religion, de critiquer cette personnalité, etc., par exemple. Donc, c'est un groupe, un travail récent. Ils ont commencé à leur première prise de décision et sur les 5 cas qui leur ont été soumis, eh bien, ils sont allés contre la décision de Facebook et nous ne pouvons pas contester. Et nous pensons que voilà, c'est une voie positive pour voilà, élargir le pouvoir de décision. Concernant M. Trump, par exemple, et la décision de supprimer son compte, pas juste ses posts, mais son compte, eh bien, ce conseil de surveillance va prendre une décision bientôt et il y a des chances qu'ils nous disent que ce n'était pas acceptable, que ça va à l'encontre de la liberté d'expression et nous serons obligés de remettre son compte en activité à nouveau. Donc, voilà, donc ça, c'est 2 exemples. Quelqu'un parlait de promouvoir l'information de qualité. Oui, notre département, c'est notre rôle aussi. Nous ne l'avons pas, nous ne travaillons pas encore suffisamment étroitement avec les médias tunisiens, mais nous y remédions. C'est juste une question de personnel. Nous n'avons juste pas assez de gens pour faire ce travail. Mais ça va venir. Notre département s'élargit. Et que faisons-nous? Eh bien, nous prenons des mesures algorithmiques pour essayer de déterminer ce qu'est un média de qualité. Donc, nous allons rechercher des signaux. Votre média a-t-il été dans le passé, a-t-il été signalé pour de fausses nouvelles? Oui ou non? Si c'est non, très bien. Est-ce qu'on signale régulièrement des problèmes sur votre page? Non, ce n'est pas le cas, etc. Donc, ce genre de signaux vont être pris en compte pour considérer que le média X est un média de qualité et que fera l'algorithme? Oui, effectivement, nous allons favoriser ce genre de médias. C'est un pouvoir qui est énorme et qui doit être contrecarré avec des mécanismes tels que celui que je vous mentionnais, le conseil de surveillance, par exemple. Oui, donc, puisqu'on en est aux solutions, donc, pour entrer plus en détail sur notre programme avec les fact-checkers, il y en a plus de 70 dans le monde. Et nous avons tous l'impression que le nombre
de fake news explose. C'est vrai, mais nous ne voyons que ce que nous voyons. Nous ne savons pas ce que nous ne voyons pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de posts de fake news qui sont supprimés tous les jours. Nous ne le savons pas parce que c'est un travail qui se fait en amont derrière. Ces fact-checkers, que font-ils? Nous leur avons donné accès à un outil où ils peuvent fact-checker directement sur Facebook. Et effectivement, il y a des labels, effectivement, on supprime. La monétisation, oui. Si votre média est comment dire, signalé comme propagateur de fake news, au bout de la deuxième fois, de la troisième fois, eh ben, vous ne pourrez plus monétiser. Ce que je veux dire par monétiser, c'est qu'il y a des mécanismes pour faire de l'argent sur Facebook, eh bien, vous ne pourrez plus en bénéficier. Si vous voulez faire de la publicité, pareil, etc. Donc, oui, nous mettons ces mesures-là en place. Cependant, nous sommes confrontés, et vraiment, je voudrais le répéter parce que c'est quelque chose qui m'empêche de dormir parfois, personnellement. Lutter pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est pas du tout pareil que supprimer une image pornographique. C'est tellement plus facile de faire cela parce qu'on peut travailler avec de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en avant, la technologie, mais déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, ce n'est pas du tout aussi facile. Du coup, on ne peut pas avoir des méthodes qui sont aussi puissante, aussi immédiate, aussi efficace, tout simplement. C'est pour cela que la solution, elle doit être concomitante. C'est nous, c'est la société, donc les gens, les médias, etc. Il faut que nous travaillions tous ensemble pour réduire ce problème. Merci beaucoup, Jocelyne. Justement, en parlant de médias, on a vu la valorisation en fait des informations de qualité. On a vu aussi un retour sur les médias traditionnels, les médias classiques. Et ces médias classiques, certains commencent effectivement à prendre un certain nombre de mesures. Dernièrement, on a vu Wikipédia qui a dévoilé, je pense que c'était mardi, un code de conduite universel, en fait, destiné à juguler la désinformation et les abus. Finalement, aujourd'hui, Madame Monet, finalement, aujourd'hui, quel va être le rôle de ces médias traditionnels, historiquement traditionnels, qui sont connus effectivement pour la robustesse de leurs informations, comme l'agence Tunis Afrique Presse? Est-ce que leur rôle, c'est de rester finalement dans leur tour d'ivoire en disant « moi, je suis référent en termes d'information, je reste là et je ne rentre pas dans cette bagarre », ou finalement de se dire « non, il faut qu'on trouve le moyen de collaborer plus en fait avec les réseaux sociaux pour apporter en tout cas un pan de solution et surtout, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, quels moyens effectivement pour pouvoir faire ça? Si je me permets de parler au nom des médias traditionnels et des médias classiques, je dirais que notre rôle et notre responsabilité, c'est de continuer à faire notre travail comme de tout temps, c'est-à-dire le travail journalistique, le travail professionnel, c'est d'abord une information sourcée, et c'est la vérification des sources et c'est le croisement des sources. Mais bien sûr, les médias traditionnels, les médias, ils ne sont pas, c'est-à-dire en dehors du contexte, et on est vraiment dedans, dans tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est nouvelles technologies de la communication et du partage. C'est vous dire que nous, par exemple, on commence un petit peu à développer notre présence sur les réseaux sociaux pour justement tirer avantage de cet atout et pour justement rendre plus visibles nos contenus. On fait un travail autant que possible, parce que c'est très coûteux, comme vous devez le savoir, Madame Jocelyne, de développer un travail de community management et d'avoir du personnel qualifié pour ça, et surtout pour avoir les outils et les logiciels beaucoup trop chers, c'est-à-dire pour justement développer ce genre de présence et ce partenariat et cette collaboration entre médias qui sont là et médias, les nouveaux médias, si on peut les appeler,
c'est-à-dire comme on les appelle déjà. Donc, c'est nécessaire. À l'agence TAP, l'agence Tunis-Afrique Presse, c'est-à-dire on a développé un effort très important en termes de formation avec les moyens de bord. On a fait la formation d'une vingtaine ou même trentaine de journalistes sur tout ce qui est technique de fact-checking. On a une collaboration très intense et un partenariat avec la Haïka pour la plateforme de fact-checking. C'est un travail que nous faisons parce que nous pensons et parce que nous savons tous que c'est nécessaire. Maintenant, ce n'est pas à discuter, c'est-à-dire eux, de l'autre côté, c'est quelque chose, c'est notre vécu. Le monde, il est comme ça, on le prend comme il est et on interagit comme il est. Voilà. Donc, pour nous, c'est tirer autant que possible de ces nouvelles opportunités. C'est être présent, évidemment, sur les réseaux sociaux, interagir, apporter du contenu, tirer profit pour faire connaître nos contenus à nous, utiliser, y compris Facebook, pour vérifier de l'information, pour chercher de l'information, et on fait notre travail de journaliste comme il a toujours été le cas. Voilà. Madame Monet, c'est effectivement, je suis totalement en phase avec vous. Je me permets juste peut-être de rebondir sur un point par rapport au rôle que pourrait avoir l'agence Tunis-Afrique Presse. Historiquement, en fait, dans les médias classiques, avant, quand on voulait en fait insister sur la véracité d'une information, on disait que ça a été confirmé ou ça a été vérifié par l'agence Tunis-Afrique Presse. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un équivalent de ça sur les réseaux sociaux qui permettrait justement de dire tiens, ça a été vérifié avec l'agence Tunis-Afrique Presse, un espèce de fact-check justement qui pourrait être donné par votre agence pour confirmer certaines infos? Oui, je pense comme l'a dit d'ailleurs Madame Jocelyne, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, ils ont un travail en cours voilà, qui se développe peut-être ailleurs, pas en Tunisie ou en Tunisie, avec les médias. Je pense que, comme on l'a fait pour les femmes, pour être en politique, il faudrait faire en sorte qu'il y ait une discrimination, si on peut dire, positive, en faveur des médias pour qu'ils apparaissent un peu mieux sur les réseaux sociaux. Je pense que, d'ailleurs, j'allais poser la question, c'est-à-dire, mais de quel droit Facebook, de quel droit il décide de ce que moi je vois apparaître sur, de quel droit il cherche à me proposer des groupes ou il cherche à me proposer des contenus, même si j'ai liké, mais de quel droit il s'ingère dans mon espace, dans ma liberté, dans mes choix, parce qu'il y a des ingénieurs ou des je ne sais quoi derrière qui pensent que ça sera bien pour moi. Ça, sincèrement, c'est un peu contradictoire. Facebook, c'est-à-dire, c'est une forme de liberté des temps actuels, c'est-à-dire du partage, de la connexion avec des gens qui se trouvent peut-être au bout du monde. C'est extraordinaire ce qui a été fait, mais également, c'est contradictoire avec, je pense, avec la philosophie à la base de ce phénomène qui est la liberté. La moindre des choses, c'est la liberté de choisir. Même si j'ai liké, il faudrait vraiment que j'y aille. Il n'y a pas de raison pour que cet algorithme ou ces ingénieurs également, c'est-à-dire nous, en tant qu'agence TAP, on cavale maintenant pour avoir le badge bleu. Et on nous taxe peut-être, je ne sais pas, c'est-à-dire que parce qu'on est financé par l'État, même si on est un média public, depuis sa création, c'est un média de service public, eh bien, est-ce qu'on fait la même chose pour des entreprises qui sont justement financées par des sociétés commerciales avec peut-être des visées qui ne sont même pas peut-être organisées par des lois, qu'on ne pourrait pas y accéder parce qu'il y a le secret commercial, le secret. C'est-à-dire, c'est un peu contradictoire. Je pense que c'est important pour des pays, du moins je parle, là je rejoins M. Sinour, il faudrait que dans des pays comme les nôtres qui sont en train de bâtir une nouvelle démocratie, qui sont en train de développer un nouveau modèle de société où il y a le partage, l'interaction, la liberté d'expression et l'échange et tout ça, il faudrait développer peut-être une politique de discrimination positive pour que justement, ils ne soient pas noyautés totalement
envahi par des structures qui sont malheureusement pour nous peut-être, qui sont très développées sur le plan technique et que des médias comme le nôtre, par exemple, avec des moyens, qu'on le veuille ou non, assez limités, on ne pourrait jamais concurrencer. Alors justement, merci beaucoup Madame Monet, mais justement, il y a quelque chose qui a été pas mal de fois répété, c'est justement en fait ce rôle de fact-checking, et vous l'avez vous-même dit, vous êtes en train de former des gens au fact-checking. On a vu en 2015, il y a l'International Fact-Checking Network qui a constitué, et je pense à un signal très fort, enfin je ne sais pas si vous avez vu l'information ou pas, mais l'International Fact-Checking Network est nommé cette année pour obtenir en fait le prix Nobel. Ils font partie effectivement de ceux qui concourent à ce fameux prix, et je pense que c'est un message très fort par rapport au rôle et très important que joue cette communauté-là. Et là, je me permets de m'adresser effectivement à monsieur Assinouri, puisqu'effectivement, on est en train de voir que ces modèles collaboratifs peuvent allier à la fois cet enjeu de rapidité de traiter l'information dont parlait Jocelyne tout à l'heure, avec effectivement la fiabilité justement de l'information qu'on peut mettre en place, et ça fait une espèce d'autorégulation en absence justement d'un organe suprême qui pourrait faire ce rôle-là. Est-ce que vous pensez, sinon, que ce modèle collaboratif d'autorégulation peut être envisageable en Tunisie, par exemple? Est-ce que le modèle de l'International Fact-Checking Network ou quelque chose d'équivalent peut être envisagé à une échelle locale en Tunisie? Oui, bon, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de la nécessité d'établir des partenariats, public, privé, les médias, société civile et tout ça. Je pense que c'est un modèle qui pourrait être très intéressant pour contrer la désinformation. En plus, l'IFCN, maintenant, elle a fait son chemin et tout ça, et nous souhaiterons à un certain moment faire partie justement ou être labellisé IFCN, parce que c'est quand même un passage obligé pour avoir accès à des partenariats avec Facebook, etc. Je pense que c'est très important. Ce que fait IFCN maintenant, aujourd'hui, est très important. Et je vois aussi que Facebook fait, malgré ce qu'on peut dire, mais Facebook est en train de quand même d'aider beaucoup de médias à l'échelle de l'Afrique. Il y a des conventions qui se font, etc. Et bien sûr, je vais pas dire des choses nouvelles pour Madame Jocelyne et tout ça, mais il y a eu il y a quelques mois la contribution de Facebook aux côtés de l'AFP dans un certain nombre de pays africains pour les aider dans la lutte contre la désinformation et tout ça, c'est très important. Je pense que le partenariat, unir tous les efforts, c'est quelque chose de très important, même si cela n'exclut pas que chaque média peut de lui-même faire ou installer un service de fact-checking. On l'a vu dans de grands médias européens, comme Le Monde pour le Décodex, comme Libération, il y a plusieurs médias qui ont installé quand même un service dédié au fact-checking. D'ailleurs, ne serait-ce que maintenant, ça devient un label de qualité, de crédibilité, et ça devient un service qui fonctionne et qui est souvent alimenté. Et donc, les journalistes qui vont travailler dans ce département, ils ne vont pas chômer. Il y a tellement de travail. Donc, je pense que il y a aussi effectivement des initiatives, comme ça a été fait en France pendant les élections présidentielles, le cross-check. Donc, on a tous besoin d'unir nos efforts pour que le travail qu'on fait soit plus visible, plus efficace, etc. C'est vrai qu'on est à la phase encore de recherche, de réflexion et tout ça, et on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. Mais il y a quand même un noyau que nous sommes en train de mettre en place, c'est ce consortium avec un certain nombre de médias, publics, privés, etc., et qui, me semble-t-il, dans le cas tunisien, serait un outil très efficace
surtout si on peut bénéficier de l'apport de Facebook au niveau de la formation, au niveau d'autres choses, etc., je pense qu'on pourrait créer quelque chose de très efficace et qui pourrait d'abord influencer dans le bon sens d'autres médias et d'autres organismes de la société civile pour qu'ils se joignent à nous. Il y a beaucoup d'initiatives en Tunisie. Jocelyne parlait de Noé tout à l'heure. Il y a aussi iWatch. Et il y a plusieurs initiatives. Mais ça reste des initiatives. D'abord, très faibles parce qu'elles sont isolées. Si on vérifie une information par semaine, on ne fait pas des fact-checking. Parmi les critères pour candidater ou pour être membre de l'IFCN, c'est le nombre d'informations vérifiées. Donc, on n'a pas encore cette masse critique d'informations et de travail qui pourrait nous placer à un niveau où on peut justement prétendre à être membre ou accrédité par l'IFCN. Donc, il faut intensifier notre travail dans ce sens-là, multiplier les efforts et, bien entendu, nous, par exemple, en Toga, nous avons beaucoup de nos partenaires, les bailleurs de fonds qui nous soutiennent, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et tout ça. Donc, ça serait bien qu'il y ait aussi les plateformes aussi qui s'associent à nous dans ces tentatives, ces expériences de lutte contre la désinformation qui sont en train de naître et qui sont très prometteuses. Donc, c'est une affaire à suivre. Tout à fait. Je pense effectivement c'est ces acteurs-là et puis ce consortium, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi en fait peut-être s'appuyer sur de la technologie. En fait, je vois dans les commentaires aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle qui peuvent être aujourd'hui un des éléments qui facilitent justement ce travail-là. On sait qu'on a beaucoup de startups en Tunisie qui travaillent, qui sont experts sur ce sujet-là, ces sujets-là, et qui peuvent être effectivement d'une grande aide. Un des autres points qui a été évoqué et dont on a pas mal parlé, c'est en fait, dans une logique positive, c'est le droit à l'information. On a pas mal répété qu'effectivement, ce droit suprême d'accéder à l'information peut être un des moyens très forts de lutter justement contre la désinformation. Madame Talwa, comment voyez-vous la concrétisation concrètement de ce droit d'accès à l'information? Quelles solutions finalement on pourrait mettre en œuvre au-delà de dire bah voilà, constitutionnellement on garantit l'accès à l'information et le droit de chacun d'y avoir accès? En pratique, quelles solutions on peut mettre en œuvre concrètement? Merci beaucoup pour la question. Et je voudrais aussi prendre une minute en plus de la réponse à cette question pour justement parler d'une initiative qui a été développée par Article 19 comme solution pour contourner la désinformation, le discours de haine et autres, surtout sur les médias sociaux. Donc, la mise en œuvre du droit d'accès à l'information. Donc, tout d'abord, en Tunisie, on a une excellente loi qui a été classée à un moment donné 10e dans le monde. Donc, il faut simplement la mettre en œuvre. La mettre en œuvre veut dire donc la publication proactive de toutes les informations, donc c'est-à-dire 90 à 95% des informations devraient être mises à la disposition du public sans attendre des demandes. Donc, il restera une petite partie, 10 à 5%, donc qui ne peuvent pas être mis pour des raisons normalement objectives, que ce soit ces informations touchent par exemple ils sont limités, donc il y a des limites donc qui sont dans la loi. Donc ces informations, s'il y a une demande et cette demande est adressée à l'institution publique qui a cette information, donc normalement il y a une personne qui va traiter la demande et qui devrait donc elle a un droit de regard, donc elle va trancher s'il faut donner l'information ou non. Et si l'information n'a pas été donnée, nous savons que nous avons une instance, l'instance d'accès à l'information. Cette instance, il y a la possibilité de faire un recours devant l'instance pour justement demander l'information si nous pensons que cette information devrait être divulguée. Donc, en plus de ça, en plus de ce processus juridique, donc il faut bien sûr garantir, donc mettre
tous les moyens à la disposition de cette instance pour qu'elle travaille, parce que c'est cette institution qui est le garant donc de la mise en œuvre du droit d'accès aux informations en Tunisie. Donc, il faut garantir la liberté d'expression et la liberté des médias, parce que ces libertés se renforcent mutuellement. Donc, accéder aux informations dans un contexte où il n'y a pas la liberté d'expression, ça ne peut pas être mis en œuvre. Donc, garantir l'indépendance de cette institution et aussi l'indépendance des médias. Donc, voilà. Je voudrais, je sais qu'on est arrivé à la fin de cet excellent débat, mais je voudrais prendre une minute pour présenter, parler d'une initiative qui a été développée par Article 19, qui a été présentée en Tunisie l'année, je pense en 2019, ou sinon, je pense qu'il a pris part. Donc, il s'agit d'une initiative d'autorégulation pour les médias sociaux qui s'appelle le Conseil des médias sociaux. Donc, c'est un modèle qui a été développé théoriquement par Article 19, et donc on est en train de le proposer pour être mis en œuvre dans des contextes. Et nous pensons que dans le contexte tunisien, ça pourrait être un contexte très favorable pour mettre en œuvre donc ce modèle. Donc, brièvement, ce que nous proposons, c'est un modèle inspiré du modèle de l'autorégulation, par exemple les médias à travers les conseils de presse. Mais ce conseil va rassembler ensemble plusieurs parties prenantes, partant par exemple, le régulateur des médias, de l'audiovisuel, au conseil de presse, donc l'institution d'autorégulation, des experts de plusieurs backgrounds, donc du technique, au médiatique, social, etc., économique, la société civile, mais aussi les médias sociaux. Donc, pour que cette institution d'autorégulation qui s'appelle le Conseil des médias sociaux fonctionne, il faut que les médias sociaux soient impliqués. Donc, je suis certaine que ce modèle a été certainement discuté, envoyé. Donc, je pense que Facebook, il est au courant. Donc, Facebook et autres plateformes digitales sont au courant de ce modèle. Mais nous pensons que c'est une solution concrète qui pourrait aider à créer cette plateforme dont nous sommes en train d'appeler, donc pour unir les efforts, pour travailler ensemble, etc. Merci. Merci beaucoup, Madame Salwa. Je pense effectivement c'est le genre d'initiative qui pourrait être très intéressant et qui pourrait vraiment contribuer à la lutte contre la désinformation en Tunisie. On arrive, comme vous l'avez si bien dit, au terme de cet échange-là. On a essayé de répondre à fur et à mesure aux différentes questions. On a parlé dans un premier temps des causes et effectivement, on a évoqué que la désinformation était bien là depuis très longtemps, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et que ça a été effectivement accéléré notamment par les réseaux sociaux, par le fait qu'on connecte les gens et on leur donne justement des plateformes d'expression virales qui leur permettent justement en fait de relayer leurs informations de façon très rapide. L'effet, il est important, l'effet, il est parfois grave de désinformation, que ce soit sur les élections, sur la crédibilité notamment des uns et des autres. Et il y a un enjeu aujourd'hui très important de vérifier l'information et surtout de pouvoir la vérifier rapidement et en temps et en heure, car effectivement, l'information se transmet beaucoup plus rapidement, la désinformation se transmet beaucoup plus rapidement que l'information. Le point positif, c'est qu'il y a une prise de conscience, je pense, collective de ce problème-là, autant côté réseaux sociaux, autant côté société civile. Et différentes initiatives sont aujourd'hui proposées effectivement pour pouvoir lutter contre la désinformation, éduquer la société, on en a parlé, le droit à l'accès à l'information, ça ne peut que contribuer justement à avoir une information plus ferme, plus fiable. La nécessité de réguler en fait les réseaux sociaux, que ce soit de façon directe ou indirecte, ce serait effectivement un élément important, au-delà effectivement
des initiatives qui sont déjà là, le conseil qui a été mis en place par Facebook, l'intégration entre les médias sociaux et les médias traditionnels à travers notamment des partenariats, à travers notamment des collaborations, les outils en fait technologiques, à travers les fameux algorithmes, à travers aussi en fait l'intelligence artificielle, etc. Et puis, ces consortiums, ces conseils de médias sociaux qui, dans une approche collaborative, proposent effectivement des solutions intéressantes pour pouvoir ensemble et de façon commune combattre la désinformation. Voilà autant d'éléments très intéressants qui ont été partagés par… Ayman, peut-être avant la fin, je voudrais juste signaler une étude qui a été publiée en septembre 2020 par l'UNESCO et qui s'appelle Balancing Act, contrer la désinformation en ligne tout en respectant la liberté d'expression. Donc, comment on balance tout ça? Et c'est une étude très intéressante où il y a beaucoup de mesures, comment lutter contre la désinformation tout en respectant la liberté d'expression, etc. Donc, il y a un effort justement qu'il faudra continuer. Merci. Tout à fait, Sinour, et je pense, comme vous l'avez si bien dit, l'effort il est là et la nomination d'ailleurs au prix Nobel d'organismes aujourd'hui comme l'IRCN n'en est que le parfait exemple. Merci à vous toutes et tous en fait pour ce débat très riche. Je pense que vous avez contribué avec des inputs très intéressants, c'était très instructif. Merci Madame Jocelyne, merci Madame Salwa, merci Madame Monet, merci Sinouri. Pour moi, c'était un réel plaisir de modérer modestement ce débat avec les interventions de si haute qualité. Je vous remercie beaucoup pour vos inputs et je redonne la main à Khadija pour effectivement conclure ce panel. Merci Ayman, merci infiniment pour la qualité du débat. Merci à nos chers intervenants pour les échanges dynamiques et fructueux. Je remercie aussi l'ensemble des participants de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle webconférence sur la digitalisation, plan de relance post-Covid. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.